Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans ce webinaire masterclass organisé par Celsi et Super Capital. Comme vous l'avez vu dans la communication, nous allons parler aujourd'hui du financement de la croissance. Même si vous n'êtes pas une start-up, alors ça marche aussi évidemment si vous êtes une start-up, encore plus. Mais comme vous le savez, on parle souvent de levée de fonds dans le monde des start-up et notre idée aujourd'hui, c'était un peu de démystifier tout ça et de vous donner un peu les clés du financement si vous avez une entreprise, qu'elle soit innovante ou pas, parce qu'après tout, le financement, c'est pas que pour les entreprises innovantes, c'est surtout pour les entreprises qui se développent. Aujourd'hui, pour en parler, je vais être accompagné de Corentin et Frédéric. Alors, très rapidement sur moi, je suis un des deux fondateurs historiques de celle-ci. Aujourd'hui, j'occupe la position d'executive chairman, c'est-à-dire que je m'occupe plus vraiment d'opérationnel, mais plutôt de stratégie par rapport à celle-ci. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, on a vraiment la chance d'avoir deux grands spécialistes avec Corentin et Frédéric. Corentin, je vais te laisser te présenter, Frédéric aussi. Merci beaucoup Alain pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de faire des événements ensemble, d'autant qu'on est client celle-ci depuis assez longtemps maintenant. Et je suis investisseur Super Capital. Exactement, donc c'est super. Écoute, donc moi très rapidement, je suis dans l'écosystème comme toi, entrepreneurial et innovation depuis pas mal de temps, une petite vingtaine d'années. Et puis j'ai une double casquette à la fois de banquier d'affaires, investisseur et puis entrepreneur. Donc je connais bien les problématiques de chaque côté et aujourd'hui, effectivement, je suis l'un des 4 partenaires de la société Super Capital, groupe de financement à 360. Donc on fait aussi bien du capital que de la dette, mais on y reviendra bien sûr tout au long de cette présentation. Bonjour à tous, Frédéric Baec, un des 4 cofondateurs de Super Capital, ancien directeur financier repenti, devenu entrepreneur et ayant l'obsession que Corentin partage aussi, c'est de créer de la valeur ajoutée pour les entrepreneurs et essayer de rendre le sujet du financement le plus simple possible et le plus efficace possible pour les entrepreneurs. Super. Et donc, sachant que Frédéric est donc plutôt le spécialiste Monsieur Dette chez Super Capital et Corentin plutôt Monsieur levée de fonds investissement. Juste quelques petits points pour préciser le fonctionnement de cette masterclass. Si vous avez des questions, et on espère que vous en aurez, parce que là, pour le coup, il y a vraiment de l'expertise à partager. Merci de les poser dans l'onglet questions, pas dans le chat, parce que le chat, c'est plus difficile à suivre, c'est plus facile pour nous, notamment si vous les posez pendant qu'on parle, de voir vos questions et de pouvoir interagir avec vous. Donc, utilisez plutôt l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. Évidemment, vous aurez accès au replay de la session que vous pourrez revoir ou repartager. Donc, si vous devez nous quitter en cours de session ou autre, aucun problème. Vous pourrez de toute façon revoir l'événement a posteriori. Donc voilà, c'était un peu les seuls éléments techniques que j'avais à partager avec vous. Donc, comme le dit la slide, prenez un café, installez-vous et on va commencer tout de suite à attaquer le vif du sujet. Non, en fait, avant, on va se présenter au niveau entreprise. Moi, je vais aller assez vite sur celle-ci parce que je pense que la plupart d'entre vous viennent de notre écosystème et nous connaissent. Mais très rapidement, celle-ci, on édite une suite CRM, donc de gestion des ventes, qui permet de réaliser, de gérer ses prospects, ses opportunités, de faire des devis, de facturer, bref, de faire tourner sa boîte. On est une société française basée à La Rochelle, c'est pour ça que vous avez la photo avec les bateaux. On est directement sur le port de La Rochelle. Ça fait 14 ans que la société existe. On a aujourd'hui plus de 18 000 clients entre la France et l'Espagne. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'on est une équipe de 220 personnes, donc, et qu'on essaye d'avoir une approche sociale de l'entreprise. Fameux RSE, mais chez nous, c'est assez vrai. Et pour rebondir sur le sujet du jour, et celle-ci, une société qui s'est développée notamment avec des levées de fonds, notamment avec de la dette tout au long de l'aventure. Donc,
je pourrais intervenir d'un niveau un peu de témoignage par rapport à ça, puisque c'est un peu comme ça qu'on a pu développer cette initiative jusqu'à cette belle taille d'entreprise que vous voyez sur la slide. Quant à Super Capital, messieurs, je vous laisse présenter un peu le concept. Oui, bien sûr. Donc, groupe de financement 360 degrés, effectivement. Donc, on est plutôt sur les sociétés qui ont entre 1 et 10, 15 ans d'existence, donc des sociétés relativement récentes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces sociétés et qu'est-ce qu'on fait avec notre communauté de 2000 membres investisseurs entrepreneurs? On fait du business. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fois, on sélectionne des boîtes dans lesquelles on investit nous-mêmes et nos partenaires, nos business angels investissent également, mais aussi on les accompagne sur toutes les questions de finances stratégiques. C'est pour ça qu'on a des DAF et des RAF à temps partiel pour nos clients. C'est pour ça qu'on peut les accompagner pour lever de la dette auprès de banques, auprès de la BPI, auprès de fonds de dette. On peut les accompagner également dans leur stratégie avec des barbarismes comme du build-up et toutes ces choses dont on va parler. Voilà, donc on est un peu l'endroit, le point central pour toutes les questions financières que se pose une entreprise. Ouais, et à savoir, juste pour préciser pour nos auditeurs, que vous avez à la fois un réseau de business angels auquel vous conseillez des entreprises et aussi des fonds d'investissement dans lesquels les business angels investissent et c'est vous qui prenez les décisions d'investissement. Donc, vous avez un peu cette double casquette d'aider les business angels à investir en direct dans les entreprises ou à travers des fonds Super Capital, si j'ai bien résumé. C'est exactement ça, bien résumé. Ok, donc on va partir un peu sur le fond là et un peu les possibilités que vous avez pour développer votre entreprise et les grands concepts en fait de ce que vous pouvez faire quand vous pensez que du financement pourra vous aider à accélérer et à atteindre plus vite vos objectifs. La première question, et là c'est un peu une question que tout le monde se pose, c'est l'aspect dilutif ou non dilutif d'un investissement. Alors pour mémoire, dilutif, ça veut dire que vous allez donner une partie du capital de votre entreprise. Non dilutif, ça veut dire que vous allez avoir de l'argent que vous allez rembourser, c'est-à-dire de la dette ou de l'argent qu'on vous donne, c'est-à-dire des subventions. Mais ça, c'est plus rare, ou en tout cas moins impactant généralement. Il y a vraiment un choix. On parle souvent d'entreprises bootstrap, c'est-à-dire d'entreprises qui atteignent qui font tout leur développement de A à Z pendant toute la vie de l'entreprise sans investisseur extérieur. C'est quoi votre regard un peu là-dessus, Corentin? Est-ce qu'il faut se battre pour rester bootstrap et quel est l'intérêt en fait d'ouvrir son capital et quels sont les risques d'ouvrir son capital quand on crée son entreprise? En fait, la question pour moi, alors je ne devrais pas dire ça, mais elle est secondaire parce que en fait, ce qui compte, c'est le business. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est trouver des clients. Ce qui compte, c'est se développer. Et je pense que tu me contrediras pas, Alain. Ce qui compte, c'est embaucher les bonnes personnes. Et ce qui compte, c'est donc pérenniser l'activité à long terme. Et en fait, finalement, ouvrir son capital, aller chercher du financement extérieur, etc. Ça, c'est en fait simplement est-ce que je mets du carburant dans ma voiture et quel type de carburant je mets? Est-ce que je mets de l'essence? Est-ce que je mets de l'électricité? Est-ce que je mets voilà. Aujourd'hui, on a plein de sortes de carburants possibles pour une voiture. Pour une société, c'est pareil. Et en fait, à chaque cas, sa réponse. On va voir des gens qui vont te dire bah non, moi, je vais le plus longtemps possible sans lever d'argent et je lève de l'argent uniquement quand la valorisation de ma boîte est très importante. Pourquoi pas? Ça peut se défendre. Et à contrario, on voit des gens qui lèvent dès le premier jour, soit parce qu'ils n'ont pas le choix, soit parce que ils sont sur une activité où il y a une grosse recherche et développement au début à financer, des choses comme ça. Donc en fait, toutes les situations sont différentes, toutes les boîtes sont différentes et surtout les besoins de financement, ils évoluent avec le temps au cours de la vie d'une entreprise. Ils évoluent en montant et ils évoluent en typologie.
Au début, évidemment, c'est difficile de lever de la dette, c'est difficile d'emprunter. Quand je dis au début, c'est au tout début, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas encore de grand-chose en chiffre d'affaires, il n'y a pas encore grand-chose en fonds propres. Donc, c'est compliqué d'aller lever de la dette. C'est peut-être un tout petit peu plus facile d'aller lever du capital au début en convainquant des investisseurs. Et puis après, c'est peut-être plus facile d'aller chercher de la dette parce qu'on a un historique, on a des bilans à montrer à la banque et le banquier, évidemment, il achète moins le rêve que va acheter l'investisseur. Et donc, on va lui parler différemment. Alors justement, commençons par ça, donc, puisque c'est un peu le point de départ. C'est vrai que la dette, c'est difficile quand on n'a rien à montrer au banquier. Après, il y a des cas un peu, il y a des possibilités des fois avec la BPI ou autre, mais sur des montants tout au début qui sont vraiment des montants très, très, très limités. Mais ça, Frédéric nous en dira un peu plus après. Donc le concept de levée de fonds, donc on l'a bien compris, ça veut dire qu'on va vendre, on va donner des actions de son entreprise à un investisseur en contrepartie d'un apport en financement. Évidemment, ça peut prendre un certain nombre de tournures très différentes qui vont de ce qu'on appelle la love money, où vous allez taxer papa et maman, si j'ose dire, ou en tout cas faire le tour de vos connaissances pour leur demander à des gens que vous connaissez qui ont un peu de moyens de vous accompagner, les business angels, les séries A, les séries B, etc. Corentin, tu peux nous faire un petit récap de un peu ces échelles différentes d'investissement et quelles sont un peu les attentes des investisseurs en face? Ouais, bien sûr. Effectivement, au début, l'idée, c'est d'aller chercher un peu dans son cercle privé, qu'il soit. Alors, désolé, on a pas mal de bruit là dans la cour de l'immeuble. J'espère que ça va s'arrêter. Au début, on n'a pas trop le choix en fait. On doit aller voir les cercles proches. Alors, soit un cercle familial, un cercle amical, un cercle professionnel. En fait, on sous-estime souvent la capacité des gens à investir un petit ticket de 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Et finalement, quand les gens vous font confiance, alors je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est possible d'aller lever 50 000, 100 000, 200 000 euros autour de soi. Alors peut-être pas dans son tout premier cercle, mais dans le deuxième et troisième cercle, c'est possible d'aller chercher cet argent au début. Donc effectivement, on parle de love money ou de friends and family. Et puis ensuite, le tour d'après, le tour de table d'après, ça va être un peu plus important. Ça va être entre 200 000 euros et 1 million d'euros généralement. Et ce tour de table-là, on va l'appeler le tour de table d'amorçage ou de seed. Et donc là, généralement, on va aller voir ce qu'on appelle des business angels. Des business angels, en fait, c'est des gens, entre guillemets, comme toi et moi, Alain, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui ont un peu d'argent à investir à côté de leur entreprise principale et qui souhaitent à la fois aider des projets à émerger et puis, évidemment, un bon retour sur investissement. Et donc, ces business angels-là, ils sont assez compliqués à trouver. Alors, nous, il se trouve qu'on en a une communauté de 2000 chez nous, chez Super Capital. Donc, on les connaît bien et puis ils nous font plutôt confiance. Donc, ça, c'est bien, c'est intéressant. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait cette levée-là, on a les tours plus importants. Et là, on va s'adresser à des professionnels qu'on appelle les capital risqueurs ou les VC. Donc ça, c'est des fonds d'investissement. Et donc, ce sont des gens dont la vie, dont le métier, c'est de gérer l'argent d'autrui et de l'investir. Donc ça, c'est les VC. On a également ce qu'on appelle des family office. Pareil, ce sont des gens qui gèrent l'argent de grandes fortunes familiales. Et puis ensuite, encore un peu plus tard, on a des fonds encore plus gros qu'on appelle le private equity ou le LBO. Ça, c'est pour des levées encore plus importantes et qui peuvent justement mixer du capital et de la dette. Donc, on a toute une chaîne de financement comme ça en capital qui devient de plus en plus important au fur et à mesure que l'entreprise se développe. Mais il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est pas un passage obligé. Moi, j'ai vu des entrepreneurs lever plusieurs millions d'euros et avant ça, ils n'avaient jamais rien levé. Et au contraire, j'ai vu des entrepreneurs commencer par lever 50 000, puis 2 ans après, 300 000, puis 4 ans après, 3 millions, et faire un peu comme ça toutes les étapes du financement. Mais il n'y a pas de règle. On n'est pas obligé de passer par là. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aller s'adresser aux bons interlocuteurs, au bon moment, avec le bon discours et le bon montant à lever. Sinon, ce sera très compliqué.
Très clair, merci Corentin. Alors, on a une question qui est intéressante et elle tombe un peu au bon moment, donc on va la poser. Une question de Céline, est-il néanmoins possible de garder la souveraineté lors d'une levée de fonds? Alors ça, c'est la question, hein. Quand on vend des parts de sa boîte, on a toujours l'impression un peu de s'arracher une partie de soi-même. Donc effectivement, il faut accepter le fait que des gens partagent le risque et qui donc vont être un peu à bord avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça, j'en profite pour préciser que c'est important, notamment dans ces investisseurs de début, les business angels, de prendre d'essayer d'avoir des investisseurs qui vont pouvoir vous apporter une valeur ajoutée, pas uniquement du capital, mais aussi un réseau, un savoir-faire, des compétences pour vous aider à bien gérer votre aventure. Mais quand on parle de souveraineté, enfin moi dans mon expérience, plus on avance dans les levées et plus elles sont importantes, plus quelque part les fonds, et c'est bien normal, demandent des contreparties en termes de contrôle. Maintenant, il y a quand même la règle fondamentale qui fait que si vous êtes majoritaire, c'est-à-dire à plus de 50% dans votre entreprise, vous restez en contrôle, sauf à ce que vous signiez des conditions très drastiques. Mais après, c'est à vous quand même de vérifier ce que vous signez. Ça, c'est un peu la règle générale. Mais Corentin, toi, c'est quoi du coup un peu ton regard là-dessus, sur cet aspect garder le contrôle, notamment dans les premières étapes? Alors effectivement, dans les premiers tours de table, tu es généralement, la plupart du temps, hein, tu restes majoritaire et tu restes décisionnaire. Cependant, tu signes bien souvent, hein, la plupart du temps, ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires. Et dans ce pacte d'actionnaires, quand même, les investisseurs souhaitent généralement avoir une espèce de droit de regard. En tout cas, ils ont voix au chapitre. Il faut bien comprendre que quand tu fais rentrer des investisseurs à ton capital, bah forcément, tu n'es plus tout seul. Alors, tu restes majoritaire, donc tu peux avoir le dernier mot, hein, bien sûr, la plupart du temps, mais il y a quand même quelqu'un qui est là à tes côtés, qui a mis de l'argent, qui croit au projet et qui a quand même un peu voix au chapitre. Donc, il faut bien comprendre que tu passes d'une aventure solo à une aventure collective. Et ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, il y a plein de fantasmes qui circulent un peu partout en disant oui, je vais me faire virer de ma boîte si je fais rentrer des investisseurs extérieurs. Non, alors, ça, c'est faux. Si ça se passe très très mal un jour, c'est éventuellement une option, mais avant d'en arriver là, bah, vous allez passer par plein d'étapes. Oui, d'autant plus que l'investisseur mise souvent sur l'équipe fondatrice, quoi. Donc, bien sûr. Le but est quand même d'avoir bien sûr. Enfin, mettez-vous à la place d'un investisseur. Il a tout intérêt à ce que vous, entrepreneurs et dirigeants, continuiez à diriger la boîte, puisque c'est vous qui, a priori, vous savez la diriger, puisque c'est vous l'entrepreneur, c'est pas lui. Et puis, généralement, on s'est mis d'accord sur un business plan, sur une stratégie. Donc voilà. Et bon, après, si on fait un énorme pivot, qu'on change complètement, ça peut engendrer des discussions, mais c'est pas le cas général. Juste quand même sur ces aspects de pacte d'actionnaires, et là vraiment pour le coup, je parle d'expérience. C'est quand même très important de se faire accompagner quand on fait une levée de fonds. Il y a des mécanismes, notamment avec les business angels, qui permettent de faire des choses assez light. Je pense au BSAR, par exemple, qui sont des solutions qui évitent de rentrer dans ces considérations juridiques complexes. Mais par contre, si vous faites une levée de fonds un peu significative, alors là, c'est vraiment très, très important d'être accompagné, parce que dans un pacte d'actionnaires, un fonds peut avoir des demandes qui sont carrément délirantes en termes de risque pour vous. Donc, néanmoins, la question Céline est bonne là-dessus. C'est quand même très important de savoir ce qu'on signe quand on signe avec un fonds. Jusqu'où, quel pouvoir on donne effectivement au fonds. Et donc, effectivement, Alain, je dirais accompagner, mais surtout bien accompagner. Parce que, évidemment, comme dans toutes les professions, il y a à boire et à manger. Et donc, on peut être accompagné à la fois d'une banque d'affaires, de gens comme nous, mais tu peux aussi être accompagné, et tu dois aussi être accompagné par un avocat compétent. Un avocat en droit des affaires, compétent en droit des affaires. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, c'est un peu les deux acteurs, hein, généralement, qu'on retrouve quand on fait une levée de fonds un peu significative. C'est effectivement l'avocat. Ça, c'est important que ce soit votre avocat, votre partenaire, et la banque d'affaires. La banque d'affaires, tu peux nous résumer très rapidement ce que c'est, Corentin ?
Oui, bien sûr. Donc, la banque d'affaires, c'est un peu l'équivalent de l'avocat. Donc, l'avocat, c'est sur la partie juridique, évidemment. La banque d'affaires, ça va être sur la partie financière. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va orchestrer le deal. Elle va orchestrer la levée de fonds. C'est-à-dire qu'elle va faire s'asseoir les investisseurs autour d'une même table, leur parler, leur expliquer le deal, la boîte, et puis faire monter la mayonnaise. Éventuellement aller chercher d'autres investisseurs en face pour jouer un peu la concurrence, pour jouer un peu sur la valorisation. Voilà, donc c'est vraiment le chef d'orchestre qui en fait aide l'entrepreneur dans ces phases qui sont à la fois cruciales et que l'entrepreneur bien souvent ne connaît pas, puisque on lève des fonds dans sa vie peut-être 1, 2, 3, 4 fois maximum. Mais je veux dire, c'est pas beaucoup. Alors qu'en face, les investisseurs, ils investissent chaque semaine. Donc, il y a une grosse asymétrie d'expérience entre les deux. Et c'est toujours bien d'avoir effectivement quelqu'un pour vous accompagner lors de ces phases. Ouais, et puis éventuellement, effectivement, par le jeu de la compétition, obtenir le meilleur deal possible avec plusieurs investisseurs, sachant qu'il y a quand même des centaines de fonds en France. Il faut savoir aussi lesquels répondent à la thèse de votre entreprise, quoi. Il y a des fonds qui font que de la biotech. Ça sert à rien de démarcher si vous faites du logiciel, par exemple. Donc, on a parlé de la levée de fonds. La levée de fonds, c'est une bonne intro parce que c'est souvent aussi l'occasion de commencer à se financer par la dette. Et donc là, c'est plutôt Frédéric qui connaît le sujet. Alors, sur la dette, il y a aussi une notion un peu d'étape, hein. Il y a effectivement des levées de dette qu'on peut avoir un peu au début, type BPI, qui ne demandent pas forcément des garanties énormes, mais assez rapidement, quand on rentre dans la dette, on va se retrouver avec en face un certain nombre de critères à respecter pour être, on va dire, crédible face aux banques. Frédéric, tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Voilà. Pardon. Donc, on a un sujet, effectivement, moi, que j'aime à rappeler, qui est le sujet de la dette qu'on ne peut pas décorréler du sujet de l'equity, du capital. Parce que, en fait, c'est un peu comme les deux côtés de la pièce, et l'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle de capital, d'ailleurs, on ne parle pas forcément de levée de fonds en equity, hein. On parle du capital de l'entreprise, c'est-à-dire le capital, plus les réserves, le cumul des reparts à nouveau, et donc les fonds propres, d'une manière générale, d'une entreprise, sur lequel on va pouvoir faire un effet de levier avec de la dette bancaire. Il y a plusieurs dispositifs. Donc, pour pouvoir lever de la dette, il y a plusieurs effectivement stades de maturité. Il y a différentes formes juridiques d'entreprise. D'ailleurs, Arnaud posait une question tout à l'heure sur je suis une entreprise individuelle, est-ce que je peux profiter de vos offres? Effectivement, en fonction du statut juridique, on a accès à un certain nombre de choses. En fonction du secteur et de la typologie de business, on peut avoir accès à d'autres typologies de dettes. Quand on parle de la dette, et que moi j'aime bien parler du sujet du financement non dilutif au sens large, c'est-à-dire que ça inclut la dette BPI, innovation, support, etc. Ça inclut les subventions, les allègements fiscaux, sociaux, comme le CIR, le C2I, etc. On parlera un peu plus tard tout à l'heure, mais le non dilutif, c'est assez vaste. En fonction, effectivement, de la maturité d'entreprise et de la typologie d'entreprise, on peut avoir au démarrage différents types en fait, de financement qui sont proposés. Ça peut être au tout démarrage des prêts d'honneur qui sont faits sur la tête des dirigeants, qu'on va injecter en compte courant dans son entreprise pour pouvoir la faire tourner, mais le risque est porté sur la tête du dirigeant. Ça va être des dispositifs au démarrage BPI si on est éligible, et donc c'est sur la tête de l'entreprise et c'est elle qui va devoir rembourser in fine cet emprunt-là. Ça peut être du prêt bancaire, classico-classique, et les banques de retail sont assez ouvertes puisque le sujet en fait, du remboursement est un sujet de contre-garantie. On a la chance d'avoir vraiment la BPI qui est prête en direct et contre-garantie les prêts, pas que pour les startups, hein, ça peut être des startups, ça peut être une PME, en fonction des sujets. Si vous avez des sujets de croissance, la BPI intervient aussi. Si vous avez de l'immobilier, on intervient aussi avec la BPI. Peu importe le sujet. Dans ce cas-là, c'est la BPI qui se porte garante du prêt pour le compte du dirigeant et de l'entreprise, quoi. Alors, qui vient en renfort, parce que ce n'est pas 100% de garantie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que… Alors, ça dépend des dispositifs, mais c'est à partir de 40% jusqu'à 60% en fait, de contre-garantie par la BPI, ce qui ne veut pas dire que ça désengage le dirigeant de sa responsabilité, hein, parce que
il faut bien le nommer, le premier financier de l'histoire, le responsable de l'histoire, Alain, tu le sais mieux que tout le monde, Oui. c'est vraiment le dirigeant qui paye effectivement l'addition à la fin. Donc c'est important de le rappeler. L'argent, voilà, ça a une valeur. Quand on prend une responsabilité d'emprunt, on est responsable en fait du remboursement. On va pas se mentir, la contre-garantie de la BPI permet vraiment de desserrer les cordons de la bourse des banquiers qui sont plus tranquilles parce que grosso modo, 60% de contre-garantie, il reste 40% de risque. Sur un montage de financement, on va en général à 2 banques additionnelles, ça fait 20% de risque par tête de banque. Le défaut arrive en général post 18 mois, donc finalement, sur 36 mois d'emprunt, le risque finalement de la banque, elle est de 10%. Donc, c'est aussi un peu le discours qu'on peut tenir auprès des banquiers, c'est ce qu'on tient de nous-mêmes sur le sujet. Je pense qu'il faut qu'on aille vite parce que du coup, le temps passe, mais je pourrais passer 3 heures en plénière sur le sujet de la dette et vous décrire tout, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'équilibre entre les fonds propres et le levier de dette qu'on peut aller chercher. En règle générale, de base, on fait un effet de levier, c'est-à-dire qu'on va chercher un montant de dette pour un montant de fonds propres qui est de 40%. Donc, sur 1 million de fonds propres, on va chercher 400 000 euros de dette de base. Bien sûr, pas pour rien, il faut le justifier, que ce soit du développement, de la recherche et développement informatique, que ce soit pour de l'embauche, du marketing pour accélérer la production du chiffre d'affaires, pour racheter une boîte, peu importe, mais en tout cas, il y a des dispositifs qui existent. J'ai envie de dire aussi un petit point. La règle à retenir quand même, du coup, si je te suis, c'est que si je fais une levée de fonds, plutôt que de lever 1,5 million, il faut que je sois conscient que je peux lever 1 million et emprunter 500 000 et du coup avoir un effet moins dilutif. Absolument. D'autant plus que s'il y a des sujets d'emprunt qui sont liés à la recherche et développement, il y a des dispositifs à la BPI avec des années de différé de remboursement. Ce qui est extrêmement intéressant parce qu'il faut en moyenne entre 1 an et 36 mois pour développer un bon software. Et donc, c'est bien d'avoir un différé de remboursement de 3 ans. C'est ce que propose le prêt innovation recherche et développement de la BPI. Entre 2 et 3 ans de différé de remboursement, ce qui permet vraiment d'alléger en fait le cash flow de la société. Donc, en fonction des éléments, on a vraiment des dispositifs qui sont extrêmement intéressants. Après, tout le monde n'est pas concerné par les critères d'innovation par BPI parce qu'on a des entreprises qui sont unipersonnelles, on a des secteurs d'activité qui sont plutôt profil PME avec des croissances normatives, tranquilles, où on ne fait pas forcément d'innovation et ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas le droit à contracter de la dette, à contracter de la dette. Si vous avez du stock, il y a du financement pour le stock. D'ailleurs, il y a un point intéressant qui vient de sortir à la Banque de France sur une étude qui dit que la trésorerie globalement des entreprises vraiment chute de plus en plus, on le voit, mais parallèlement, il y a une augmentation des stocks qui se fait. Par exemple, typiquement, sur des stocks de marchandises, ça dépend de la qualité en fait, du stock, on peut très bien placer en fait, une contre-garantie, une garantie sur stock pour aller chercher du financement additionnel. Donc, il y a plein de mécanismes. Il y a du portage financier. Si vous avez financé sur fonds propres des immobilisations corporelles, on peut faire ce qu'on appelle du leaseback avec un crédit bailleur. Enfin, il y a vraiment pléthore. Du refinancement, quoi. Voilà, du refinancement et qui permet vraiment de réinjecter en fait de la trésor dans l'entreprise. C'est intéressant, je pense que ça va donner pas mal d'idées à tout le monde. Le dernier point qu'on voulait évoquer, mais tu l'as un peu évoqué, ça fait un peu partie de la même chose. Alors, on a mis le crédit d'impôt, mais c'est un peu plus vaste que ça. Et je pense notamment vraiment quand on démarre, qu'on est vraiment en amorçage et qu'on est au stade de l'idée et pour les premières étapes, il y a pas mal de subventions qui existent. Je ne suis pas un grand pro des subventions de manière générale, mais si vous êtes notamment en province, sachez qu'il y a souvent des subventions régionales, voire locales. Moi, je pense par exemple dans notre cas, celle-ci, comme on est à La Rochelle, tout au début, on avait des aides sur nos premières embauches assez significatives de la région, mais qui est vraiment quelque chose de très spécifique que vous ne retrouverez pas à Annecy typiquement. Mais chaque conseil départemental, région et autres ont souvent des dispositifs qui peuvent vous aider. Donc, je vous invite à creuser tout ça. Mais après, c'est vrai que sur l'aspect innovation, il y a un peu 2 grands pôles de crédit d'impôt qui sont intéressants. Il y a le crédit d'impôt, alors le CIR, le crédit d'impôt recherche. Alors ça, c'est
c'est une manière de vous faire rembourser, entre guillemets, par le fisc une partie de vos investissements en R&D, sachant qu'on parle de R&D dur. Hein, il faut que ça soit de la vraie innovation. Hein, c'est faire un site web sous WordPress, ce n'est pas éligible au crédit impôt recherche. Et après, vous avez le CI, le crédit d'impôt innovation, qui lui est par contre beaucoup plus accessible, plus limité en termes d'impact, parce que je crois qu'il est limité à 55 000 euros, je crois, de mémoire. Mais par contre, s'applique beaucoup plus à ce genre de développement. Et ça, c'est des choses que vous pouvez activer dès le départ. Vous avez des choses à commenter sur ces aspects de crédit d'impôt, Corentin et Fred? Ouais, en fait, nous, c'est la raison aussi pour laquelle on s'est positionné sur le financement 360, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on couvre absolument tous ces sujets-là. Donc, c'est vrai que quand on rentre sur un dossier, on va aller chercher en fait l'optimisation et la maximisation en fait des effets de levier pour que l'entrepreneur puisse avoir le maximum de cash. Donc, évidemment, on parle de l'equity, on parle des dispositifs non dilutifs, donc on a accès à tout ça. On fait aussi, on le rappelle, c'est important, on a une BU de direction financière stratégique à temps partagé parce que ça permet d'entamer une réflexion avec le dirigeant qui, lui, à la base, n'est pas forcément un financier. Donc, tous ces dispositifs-là, des fois, on parle un peu russe ou chinois, on ne comprend pas tout ce que ça veut dire, mais c'est vrai qu'on vient un peu traduire l'ensemble de ces éléments pour pouvoir lui apporter des solutions, parce qu'après, lui, il faut quand même qu'il se concentre sur son business, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même le commerce. Hein, on n'est pas là pour remplir du paplard, pour obtenir des subventions, ce n'est pas le job d'un entrepreneur, on est bien d'accord. Donc, il y a des gens qui font ça très bien, et nous, on le fait bien, donc c'est pour ça qu'on offre ces services-là. Évidemment, il y a en France et au travers des BPI et des régions, je crois, plus de 800 ou 900 subventions régionales, étatiques, etc. Enfin, vraiment, c'est un peu la maison de fou d'Astérix et Obélix. Il faut obtenir le formulaire. Et européenne aussi. Alors, je ne parle même pas des européennes parce que là, c'est encore pire. Donc, effectivement, il faut y voir clair sur le sujet. Mais globalement, vous pouvez vous dire que si vous avez une boîte, il y a probablement une subvention qui vous correspond. Si vous créez de l'emploi, si vous achetez du matériel, encore plus si vous êtes innovant, et alors si vous êtes green, c'est-à-dire vraiment impact RSE, etc., globalement, vous avez forcément une subvention qui vous correspond. Donc, n'hésitez pas à faire les recherches. Si vous avez besoin d'aide, on peut faire un call de 15 minutes, on vous aiguillera sur le sujet. Mais il y a la Chambre de commerce et d'industrie qui est très bien faite, qui connaît aussi le sujet et qui peut aussi vous aiguiller. Ouais, sachant qu'en plus, ces histoires de subventions ne sont pas forcément du cash. Hein. Si je pense à notre cas chez celle-ci, ça s'est traduit notamment sur nos locaux au début. On a eu des locaux, pour ainsi dire, gratuits pendant plusieurs années. Et ça, c'est quand même un impact très significatif quand on n'a pas de loyer à payer. Ça permet de mettre plus de ressources dans les personnes, dans le marketing, dans d'autres sujets. Donc vraiment, quand vous créez votre boîte, c'est vraiment important d'aller voir un peu, voilà, effectivement, tout ce qu'il y a à gratter et pas forcément, si vous êtes sur un tout démarrage de boîte, même en cours de croissance. Généralement, quand vous créez de l'emploi, c'est le bon moment pour aller parler aux interlocuteurs étatiques, notamment si vous êtes en province. Bon, Paris, c'est un peu plus compliqué parce que effectivement, il y a énormément d'entreprises là-bas, mais souvent en province, vous êtes un peu vu comme le Messie si vous créez des emplois, notamment sur les territoires qui sont un peu en retard. On a fait le tour des slides. Il est 12h03. On a une question. Ça, c'est vraiment la question pour toi, je pense, Corentin, de Michael, là, qui nous demande si le fait d'avoir ce qu'on appelle un corporate, c'est-à-dire une entreprise déjà au capital, est gênant dans le cadre d'une levée de fonds. Je dirais que c'est assez vaste comme question, mais si tu peux. Oui, bien sûr. Alors, c'est une très bonne question. C'est pas une situation idéale, effectivement. C'est pas la situation idéale. Cependant, tout est possible. Donc, on en a vu plein, des gens réussir à faire une levée de fonds en capital avec des business angels et ou des fonds, y compris avec un industriel du secteur déjà au capital. En fait, pourquoi c'est pas la situation idéale? Parce qu'en fait, cet industriel, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que cet industriel, il va pouvoir être bloquant pour faire du business avec la concurrence? Et est-ce qu'il va être bloquant demain pour faire rentrer d'autres financiers, d'autres actionnaires? Et est-ce qu'il va être bloquant demain pour vendre cette société potentiellement à un concurrent?
Donc, il faut comprendre dans quel état d'esprit est cet industriel. Est-ce que cet industriel, il est rentré dans la boîte pour faire une sorte de rachat déguisé, auquel cas, il pourra éventuellement mettre des bâtons dans les roues, et là, ce n'est pas optimal. Ou est-ce qu'il est rentré pour faire un deal financier? Ou est-ce qu'il est rentré parce qu'il se dit que lui, demain, son activité, elle est menacée et que autant mettre des billes dans les boîtes qui seront les stars de demain, et auquel cas, il est peut-être plus ouvert, plus open à aller travailler avec la concurrence. Et aussi, deuxième question, qu'est-ce qui a été rédigé en termes de pacte d'actionnaires et quel est son poids? Quel est son poids dans les décisions? Quel est son droit à avoir toutes les informations de la société, etc., etc. Donc, il faut passer en revue tout ça, tout ce qui a été fait. Ça peut ne pas être bloquant du tout. Il faut voir en fonction de la situation. Mais parlons-en, Michael, avec plaisir. Déjà, il faut lui demander son avis à l'industriel. Eh bien, écoutez, parfait. Je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on devait aborder. Je ne vois pas plus de questions. Donc, je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez revoir ce webinaire, vous allez recevoir par email un lien vers le replay. Vous pourrez également le partager si vous connaissez d'autres entrepreneurs que ça intéresse. Voilà, je vois qu'il y a de l'intérêt. Il y a Clément qui nous demande comment on va avoir un rendez-vous pour en discuter plus longuement. Je pense que c'est assez facile. Je vois apparaître une fenêtre qui propose directement de prendre rendez-vous. On ne va pas faire mieux. Sinon, peut-être un moyen de vous contacter, messieurs. Ah oui, supercapital.club. Voilà, ça c'est le site web de Super Capital et j'imagine que vous avez un formulaire à travers lequel on peut vous contacter. Exactement. Vous êtes évidemment tous les deux aussi sur LinkedIn, très actifs d'ailleurs. Donc, si vous avez besoin de parler à Corentin et Frédéric, aucun problème. Et c'est pareil pour celle-ci, hein, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas celle-ci et qui sont intéressées. J'avais vu la question là d'Arnaud au début, alors je n'ai pas rebondi dessus parce que ce n'était pas trop le sujet, mais oui, en tant qu'entrepreneur duel, vous pouvez utiliser celle-ci, pas de souci. Et dans ces cas-là, là aussi, vous avez une petite pop-up qui est apparue, mais vous pouvez nous contacter sans problème pour organiser une démonstration de celle-ci. C'est sur notre homepage. Vous pouvez programmer une démo en 2 clics. Donc, avec plaisir si le sujet vous intéresse. Et puis, pour tous ces sujets, effectivement, de levée de fonds, de dette et d'organisation de votre financement, je ne peux que vous conseiller de rentrer en contact avec les équipes de Super Capital. Écoutez, voilà, je pense qu'on n'a plus de questions. Donc, écoutez, merci messieurs. Voilà, et écoutez, à la prochaine et bonne continuation chez Super Capital. Bonne journée, à très bientôt. Merci, bonne journée. Salut. Bonne journée, au revoir.